Salut tout le monde, merci d'être là et merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier numéro de Ciné France. Aujourd'hui, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Yeah! Et on va remonter en 1964. Oui, 64. Non, rassurez-vous, je connais la base de mes cours d'histoire, ça va. Mais c'est en 1964 qu'est sorti le livre Paris brûle-t-il, coécrit par Dominique Lapierre et Larry Collins. Fruit d'un long travail d'investigation des deux auteurs, le livre parle de la libération de Paris en 1944. Pendant 3 années, nous avons enquêté jour et nuit. On a interviewé plus de 3000 protagonistes de cette histoire, aussi bien des Allemands que des Anglais, que des Français, que des Américains. Et puis on a fouillé toutes les archives qu'on a pu trouver. Et ça a été une passionnante aventure sur les chemins de l'histoire. Très vite est mis en chantier son adaptation cinématographique, coproduction franco-américaine, mis en scène par le réalisateur chevronné René Clément, qui signe son 14e film, déjà auréolé de gros succès tels La Bataille du Rail, Le Père Tranquille, Jeux Interdits, et qui avait été assistant réalisateur pour le film La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Paris brûle-t-il est écrit par moult gens prestigieux et pas seulement français, tels Gore Vidal et Francis Ford Coppola, oui. Le film est un immense succès. Un film choral qui réunit donc un casting international de malades. J'ai même pas tout mis, et c'est sans parler de la musique du grand Maurice Jarre. Bon, le film est très bien, hein, mais il ne semble pas avoir marqué tout le monde. Vous avez tourné quand même 2 films avec un metteur en scène français, avec René Clément, si je ne me trompe. Non. Vous n'avez pas tourné dans Paris brûle-t-il, vous n'avez pas fait Paris brûle-t-il. Oui, j'ai joué. Mais Je tout le monde l'ai a joué. oublié. Il parle des divers actes qui vont aboutir à la libération de Paris, occupée par la Wehrmacht, dirigée à Paris par le général Dietrich von Koltitz, joué par Gerd Frobe, qui avait de l'entraînement en question torture. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Hitler, sachant la ville perdue et qui n'était pas très bon joueur, avait chargé von Koltitz de détruire Paris avant la capitulation. Les ponts étaient minés et les plus fameux monuments de la ville notamment auraient dû être détruits ce soir-là. Le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel des années avant G.I. Joe, le réveil du Cobra, du Trocadéro au Palais du Luxembourg, en passant par le musée du Louvre, l'Hôtel de Ville et Notre-Dame. Mais comme on le sait tous, ça n'est pas arrivé. Enfin, oui bon, vous m'avez compris. Dans le film, on voit le personnage de Raoul Norling, et oui, c'est Orson Welles qui le joue. Bonjour. Raoul Norling, consul général de Suède en France à l'époque, et qui a négocié avec le général von Koltitz la libération de milliers de prisonniers politiques. Enfin, je fais un raccourci en disant ça car Norling n'était pas seul pour ça. Bref, bien qu'on voit le personnage de Norling, le film ne se focalise pas outre mesure sur l'interaction Norling-von Koltitz. Et c'est là où nous sautons donc joyeusement plus de 40 années pour nous retrouver au milieu des années 2000, où le dramaturge Cyril Gelly écrit en un an une pièce nommée Diplomatie. Idée lui étant venue après les attentats du 11 septembre 2001, avec ce sort qui était réservé initialement à d'autres monuments iconiques, cette fois à Paris. Du fait notamment de disponibilité de comédiens, il faut plusieurs années pour que la pièce puisse se monter, jouée finalement à partir de début 2011, année où, justement, le DVD de Paris brûle-t-il a enfin été édité. L'intrigue de Diplomatie ? Le 25 août 1944, alors que Paris est sur le point d'être libéré, dans l'hôtel Meurice, le général Dietrich von Koltitz, joué par Niels Arestrup, est donc sur le point de détruire Paris sur ordre du Führer. Profitant d'une coupure d'électricité, le consul Raoul Norling, joué par André Dussolier, entré par un escalier secret, est là et a pour but de dissuader von Koltitz de détruire Paris. La pièce s'établit alors comme un long dialogue où Norling brasse des arguments de diverses natures pour convaincre son interlocuteur. L'affect, l'honneur, l'histoire, ou encore la vanité, dans le sens vain, de son geste. La pièce est remplie de belles répliques. On assiste à une discussion passionnante entre un Dussolier élégant et éloquent et un Arestrup plein de rudesse. Devant le résultat, à savoir 2 ans de succès de la pièce à guichet fermé, il ne faut pas attendre longtemps avant que les producteurs aient le projet d'en faire une adaptation cinématographique. J'ai une bonne idée, Homer, mais il y a déjà des tas de films sur la Deuxième Guerre mondiale. Volker Schlondorf réalisera le film, un réalisateur allemand ayant fait ses études en France, assistant de certains de nos plus grands metteurs en scène durant sa jeunesse, et qui a beaucoup contribué à l'émergence du nouveau cinéma allemand. Cet infatigable touche-à-tout est célèbre notamment pour avoir réalisé Le Tambour, co-palme d'or à Cannes en 79 s'il vous plaît, et Oscar du meilleur film étranger. Schlondorf adapte le scénario pour le passage au grand écran. Les financements trouvés, c'est une coproduction franco-allemande, le film aura un budget relativement modeste de 4 millions d'euros, ce qui est 3 fois moins que Les Tuches 1 par exemple. L'année suivant l'arrêt de la pièce démarre déjà le tournage du film, ce qui est assez rapide, mais l'équipe est rodée. Joué par Niels Arestrup dans la pièce, Dietrich von Koltitz sera joué dans le film par Niels Arestrup, et le rôle de Raoul Norling, tenu par André Dussolier sur les planches, sera, lui, joué par André Dussolier. C'est valide. On peut donc dire qu'André Dussolier a campé le même personnage qu'Orson Welles. Oui. Enfin,
On ne se cachera pas qu'Orson Welles, physiquement, était quand même plus proche de la carrure de Raoul Norling. En fait, au tout départ, contacté pour la pièce, Arestrup avait tenu à jouer avec Dussolier, et on en revient à ce que je disais dans le premier Ciné-France sur la ressemblance physique quand on joue une personne ayant véritablement existé. C'est bien, mais mieux vaut un bon comédien à un sosie qui joue moyennement, surtout quand au final peu de monde connaît l'apparence de la vraie personne. De même, qu'importe si cette rencontre est inventée pour le film. C'est ce qu'on peut voir ici et là. Oh non, non, cette rencontre précise et dans cette circonstance, dans la nuit du 24 au 25 août à l'hôtel Meurice, elle n'a vraisemblablement jamais eu lieu, voyons. Certes, et de nombreuses raisons sont données dans les livres d'histoire ou sur internet. Mais, de manière plus simple, Norling venait de faire une crise cardiaque le 22 août. Alors bon, 2 jours plus tard, passer une nuit blanche à discuter au lieu de se ménager... Mais donc, qu'importe si ça ne s'est pas passé ainsi, car ça s'est passé, simplement de manière plus longue, diffuse et complexe, quand Cyril Gelly a voulu en faire un face-à-face plus direct et intimiste, plus propice à une pièce de théâtre, que Voltaire Schandorf adapte ici pour le grand écran. Après un exposé glaçant par sa précision des conséquences du minage de Paris, tout comme dans la pièce donc, Raoul Norling passe par un escalier secret pour aller dissuader von Koltitz de détruire Paris. On peut donc le dire, Norling va lui montrer qui c'est Raoul. Trop drôle! Il reste nécessaire de placer les enjeux, et ouvrir sur des images de la destruction de Varsovie en scope nous rappelle ce qui aurait pu se passer. Hitler voulait que Berlin soit un jour aussi beau que Paris, mais en plus grand. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, Berlin est en ruine, et Paris toujours aussi resplendissante, vous comprenez. Ça lui est intolérable. Même si, stratégiquement, cela n'a aucun sens. Paris doit être rasé. On en arrive à une critique que j'ai parfois vue. Oh mais tout le monde sait que Paris n'a pas été détruit, ce film ne sert à rien. Alors déjà, j'ai envie de vous répondre, pourquoi voir ces films? Vous connaissez déjà la fin. Mais bon donc, oui, Schlondorf ne va pas nous faire du Tarantino question histoire. En effet, Paris ne sera pas détruit. Merci Captain Obvious, je suis sûr que personne n'y avait pensé avant toi. C'est le but du film, une transposition de la manière dont le général von Koltitz en est venu à ne pas exécuter l'ordre, c'est ça le film. Une joute verbale portée par des dialogues ciselés, une bataille rhétorique où chacun essaie intelligemment de défendre son point de vue. Et là, ça ne se finira pas par des insultes ou un reshkit, hein. Le pouvoir des mots est ici primordial. Cette tractation est en plus pressée par le temps. Ça commence à 4h du matin, et en principe, vu l'approche de troupes pour libérer Paris, à l'aube, tout doit être réglé. Et quel que soit le sens qu'on donne à la phrase, c'est réglé. Les comédiens sont excellents. Tant Arestrup froid, cassant, mais qui n'hésite pas à être sarcastique et qui, étrangement, a aussi certains arguments à faire valoir pour le spectateur, qui en principe est du côté de Dussolier, ce qui évite de tomber dans un total manichéisme. Dussolier qui campe un personnage malicieux qui semble avoir la raison de son côté, pas de peau, en quelque sorte, tu as 7 interlocuteurs en face. Donc bon, espiègle et savoureux dans son ironie. Prenez pour un imbécile? Si vous permettez, je préfère ne pas répondre à cette question. Mais qui ne peut empêcher cette façade de s'effriter parfois. L'intérêt des dialogues consiste aussi en ce fait que le personnage en position de force dans le débat varie fréquemment, parfois plusieurs fois en l'espace d'une minute. En cela, les pièces d'échecs utilisées par les militaires allemands sur la carte en constituent une bonne allégorie, comme la partie que les personnages sont sur le point de jouer. Bon, ils auraient pu aussi mettre des raquettes de tennis comme si les personnages allaient se renvoyer une balle imaginaire, mais là ça aurait été plus grossier. Le fait est que le jeu des comédiens rehausse ce qui aurait pu être une simple pièce filmée. Si les comédiens étaient mal dirigés, bon en même temps ils ont joué la pièce 200 fois donc ils connaissent un peu leur sujet, ou si leurs répliques étaient dites sur un ton différent, avec une expression légèrement autre, ça changerait beaucoup de choses. Ce qui nous amène à cette autre critique fréquente. Oh mais c'est du théâtre filmé, il n'y a que les dialogues qui sont importants. Et tu peux tout de suite arrêter d'écrire qu'il faut montrer et pas dire. Bien sûr, je pourrais évoquer le fait qu'il y a plusieurs scènes extérieures, et qui ne sont pas si anecdotiques et vaines que ça, car si bien sûr tout le monde sait ce qu'est Paris, un petit rappel visuel ne peut pas faire de mal. Non, on est en 44, merci. Mais donc, même en se focalisant seulement sur le dialogue de Koltitz et Norling, la mise en scène très étudiée est au service du propos, beaucoup plus intelligente que ce qu'on pourrait penser au premier regard. Ce n'est pas juste fonctionnel, ce n'est pas n'importe qui aux manettes, hein, pour rappel. Et c'est aussi très intelligent dans ses jeux de lumière. Et je le répète, avec une direction de comédien autre, cela aurait pu être moins efficace donc. Et de plus, à plusieurs moments, les silences en disent plus qu'une réplique. Bref, décidément t'aurais mieux fait la fermer. Après, oui, pour pinailler, je pourrais dire que je me sens un peu manipulé émotionnellement à un ou deux moments, notamment lorsque le film insiste sur Paris encore intact, sachant son destin proche de basculer, ou dans cette scène, lorsqu'on évoque les quelques œuvres d'art qui doivent échapper à la destruction sur ordre d'Himmler, Koltitz s'émeuve du fait que la Joconde n'en fasse pas partie. Tu pouvais pas trouver plus évident, non? Un peu comme l'affiche qui, évidemment, nous montre la Tour Eiffel, ouais. Mais tout ça n'est que broutille. Diplomatie est un film que j'ai vu au cinéma avec plaisir. Au final, au box-office, il sera... dans une zone que je risque d'évoquer souvent, en fait. Particulièrement lorsque j'évoquerai des films assez récents. Car là où j'entends souvent dire que les films français récents sont généralement pourris,
Je dirais surtout que les films français récents qui marchent sont généralement pourris. Mais il y a une zone B. Non, je ne parle pas des films d'art et essai réservés à un public de niche qui font quelques milliers d'entrées, hein. Non, mais plutôt des films qui ne font pas nécessairement un bide absolu, mais vont faire 200, 300 000 entrées, 500 000 à la rigueur. Dans les films récents, dans cette zone, je pèse vraiment mes mots, vous pouvez trouver beaucoup de pépites. Très très souvent. Et Diplomatie en fait partie. Il a réalisé 414 000 entrées en France, malheureusement pas de quoi rembourser son budget, même s'il s'en approchera en comptant les autres pays. Cela dit, on pourra se consoler avec un accueil public et critique enthousiaste, et un César, celui de la meilleure adaptation. Mais je souhaite que plus de monde découvre ce film. Lors de son premier passage télé, il n'a guère rameuté les foules, parce qu'un film plus populaire, quoi qu'on pense du film en question, était programmé sur une chaîne plus populaire qu'Arte, qui a en partie produit le film, pour rappel. Son second passage télé n'a pas fait mieux, et il m'est impossible de vous dire si le téléchargement, légal ou non, lui a permis d'être vu par beaucoup plus de monde. Pourtant, tous les ingrédients sont là, et Schandorf les a mélangés avec talent. Ça donne un film court, c'est d'ailleurs presque frustrant car c'est tellement prenant que j'aurais voulu en voir plus. D'ailleurs, c'est censé globalement se passer en temps réel. Sans aller à toute berzingue, notamment avec un montage qui respire pas mal, il distille un vrai sentiment d'urgence, porté par des comédiens qui connaissent leur rôle sur le bout des doigts, des dialogues qui ont l'intelligence de ne plonger ni dans le pompeux, ni dans la grosse punchline, et une musique discrète qui ne nuit pas à l'immersion. Et les deux personnages se sont retrouvés, moi j'ai une photo qui l'atteste, 8 ans après la guerre, dans la demeure de Nordling à Orgeval, et donc ils avaient gardé des liens. Visiblement, ces deux hommes avaient des affinités aussi, de compréhension, malgré leurs positions très opposées.